الرجال هو 14 شباط مرة. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. La députée du courant du futur, Bahia Hariri, demande à connaître toute la vérité sur les affrontements meurtriers de Saïda au lendemain de manifestations pro-Assir à travers le Liban. Réunie à Istanbul, l'opposition syrienne peine à désigner son nouveau président. Aucun des deux candidats en lice n'a obtenu de majorité à l'issue du premier tour. Les islamistes appellent à de nouvelles manifestations en Égypte pour protester contre la destitution de Mohamed Morsi il y a 3 jours. Cette nuit, les violences entre pro et anti-Morsi ont fait une trentaine de morts. Et à suivre également dans cette édition, le consul honoraire de France à Benghazi échappe à un attentat. Jean Dufriche, victime d'une tentative de meurtre alors qu'il rentrait chez lui en voiture avec son épouse. Le couple a quitté la Libye pour la Tunisie. La députée du courant du futur, Bahia Hariri, demande à connaître toute la vérité sur les affrontements meurtriers de Saïda. En visite à Tripoli, elle a assuré que les agresseurs, d'où qu'ils viennent, doivent être punis. Des propos qui interviennent au lendemain de manifestations pro-Assir à travers le Liban, à l'appel du cheikh salafiste toujours en fuite. Manifestation non sans incident à Saïda où les partisans d'Ahmed el-Assir s'en sont pris aux journalistes qui essayaient de couvrir leur marche. L'ancien Premier ministre français François Fillon poursuit sa visite au Liban. Il a été reçu par le patriarche maronite, le cardinal Bchara Botresserraï, à Kirké ce samedi. Une rencontre qui a porté sur la situation des chrétiens du Moyen-Orient et sur les développements locaux et régionaux. Les deux hommes ont également abordé la question du processus de paix dans la région, soulignant la nécessité de soutenir les principes de liberté et de démocratie pour assurer la vie en dignité à tous les peuples de la région. Fillon s'est par la suite rendu à Rabier où il a rencontré Michel Aoun, le chef du courant patriotique libre, en présence notamment du député Simon Abiramia. Aucune déclaration n'a été faite à l'issue de leur entretien. En Syrie, l'aviation a intensifié ses raids ce matin à la périphérie de Damas pour tenter d'en déloger les rebelles. Les violences se sont intensifiées ces derniers mois dans les quartiers périphériques de la capitale, le centre étant toujours très fermement contrôlé par le régime. Dans le même temps, l'armée poursuit ses bombardements contre les quartiers tenus par les insurgés dans la ville de Homs, dans le centre de la Syrie. La nouvelle offensive menée par les forces de Bachar el-Assad contre les quartiers rebelles est entrée dans son 8e jour. Face au blocage de la Russie, le Conseil de sécurité de l'ONU a abandonné l'idée d'adopter une déclaration demandant un accès humanitaire à Homs, où entre 2500 et 4000 civils seraient pris au piège dans les quartiers assiégés. Et puis sur le front diplomatique, la coalition nationale syrienne, toujours dans l'impasse. Réunie à Istanbul, la principale composante de l'opposition tente de nouveau ce samedi de désigner son nouveau dirigeant. Un premier tour organisé dans la nuit n'a pas permis de déterminer qui d'Ahmed Jarba, un chef tribal lié à l'Arabie Saoudite, ou de Mustafa Sabbar, un homme d'affaires proche du Qatar, devrait incarner l'opposition au régime de Bachar el-Assad. Aucun des deux candidats n'a réuni de majorité absolue après le vote des 115 membres composant la CNS. Il n'est pas exclu que des candidats de compromis émergent lors de ce deuxième tour. Des élections qui interviennent dans un contexte altéré par le renversement de Mohamed Morsi et des frères musulmans en Égypte. L'Égypte, justement, où les autorités soutenues par l'armée doivent désigner dans la journée un nouveau Premier ministre pour conduire le gouvernement pendant la période de transition. Mais pour les partisans de Mohamed Morsi, il n'est pas question d'accepter ce renversement. Au Caire, ils ont commencé à manifester dès ce samedi matin à l'appel des frères musulmans pour réclamer le retour de Morsi à la présidence. Les frères musulmans appellent à la poursuite de la mobilisation, faisant craindre de nouveaux débordements comme ceux de vendredi. Les affrontements entre pro et anti-Morsi, mais aussi entre pro-Morsi et militaires la nuit dernière, ont fait une trentaine de morts et plus de 1000 blessés, essentiellement au Caire et à Alexandrie, dans le nord.
Alors que le calme revenait dans la capitale, des islamistes sont attaqués dans la soirée et le gouvernorat du Nord Sinaï hissant leur drapeau sur le bâtiment. Le Sinaï où hier les islamistes ont déjà tué 5 policiers et un soldat. Et vous voyez à l'écran des images en direct depuis le Caire. Et si je ne me trompe pas, c'est à côté de l'université du Caire, un rassemblement donc pro-Morsi. Et puis on reste en Égypte où le procès en appel de Hosni Moubarak a été suspendu jusqu'au 17 août. Objectif, donner davantage de temps à la défense pour examiner de nouveaux éléments du dossier. L'ancien président, âgé de 85 ans, et son ministre de l'Intérieur, Habib El Adli, ont été condamnés en première instance à la réclusion criminelle à perpétuité en juin 2012. Ils sont une nouvelle fois jugés avec d'autres responsables de l'ancien régime pour complicité dans le meurtre de plus de 800 manifestants lors de la révolution du Nil de 2011. Et pour parler davantage de la situation en Égypte, avec nous en studio, Ahmad Mesdoua, analyste politique. Merci d'être avec nous. Alors d'abord, Mohamed Morsi a été le premier président démocratiquement élu en Égypte, chassé du pouvoir par la voix du peuple qui s'est exprimé lors de manifestations monstres ces derniers jours, on l'a bien vu. Dans ce cas-là, doit-on parler de succès ou d'échec de la démocratie en Égypte? Oui, d'abord, il faut parler, je pense, d'échec pour les frères musulmans et pour l'islam politique peut-être en Égypte de façon plus générale. Les frères musulmans se sont lancés dans une aventure, je pense, dans leur façon de gouverner. Et ils ont échoué et ils n'ont pas réussi à convaincre, je pense, les Égyptiens et l'armée, du moins les Égyptiens qui sont contre eux, que leur politique économique et politique, enfin leur ouverture politique n'était pas suffisante. Et cela a poussé l'armée, suite aux manifestations, à agir de façon ferme. On est en train d'assister, je pense, à une crise qui est sans précédent. Et réellement, je pense, les gens se sont rendus compte que peut-être les frères musulmans sont un parti qui peut peut-être réussir de façon électorale, mais qui n'a pas su gouverner. Et c'est une crise qui se pose ailleurs, dans d'autres pays qui sont en transition actuellement, comme la Tunisie, où il y a des accusations qui se font de plus en plus graves contre les gouvernements en place à caractère islamiste, quant à leur efficacité, à leur manière de gouverner, surtout lorsqu'il s'agit de politique économique. Alors justement, un nouveau groupe islamiste qui a pris le nom d'Ansar el-Sharia menace d'avoir recours à la violence pour imposer la charia, donc la loi islamique en Égypte. Est-ce qu'il faut craindre une radicalisation de la rue égyptienne? Je pense que c'est un risque qui est réel, mais je pense qu'il ne faut pas tomber dans le piège de l'exagération. Les frères musulmans, contrairement à beaucoup de comparaisons que j'entends de part et d'autre, ne sont pas le fils algérien des années 90. Il y a des paramètres en Égypte qui sont complètement différents. Il y a des raisons pour être assez confiant que les choses n'iront pas dans ce sens-là. Je pense que les frères musulmans sont un parti qui a beaucoup plus d'expérience et qui ne bénéficie pas aussi, qui je pense, n'osera pas aller vers la violence du par le fait que la société civile est beaucoup plus mobilisée. Ils ont en face d'eux non seulement une opposition plus organisée, mais ils ont aussi en face d'eux des salafistes aussi qui sont en train de jouer le jeu du coup d'État actuellement et qui ne se sont pas prononcés en faveur de la mobilisation que les frères ont pu mettre en place hier. Donc je pense qu'ils ne prendraient pas ce risque-là actuellement. Alors justement, vous avez employé le mot coup d'État. Les États-Unis se sont abstenus de dire qu'il y avait eu un coup d'État militaire en Égypte. L'Union africaine a suspendu l'Égypte de l'organisation. Les pro-Morsi, eux, évidemment, parlent d'un coup d'État. Alors oui ou non, est-ce un coup d'État qui a eu lieu en Égypte? Je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus que c'est un coup d'État. Mais un coup d'État qui est spécifique du par le fait qu'il a reçu l'appui sans précédent d'une grande majorité d'Égyptiens de l'opposition organisée, de Tamarrud, qui a réussi à mobiliser presque 18 millions d'Égyptiens qui étaient dans les rues ces derniers jours, ces dernières semaines. Donc c'est un coup d'État.
mais c'est un coup d'État qui a bénéficié de circonstances sans précédent. Je pense que la logique qui était celle de l'armée, c'était d'éviter le pire pour l'Égypte. Je pense qu'ils ont cru que ces manifestations monstres auraient pu mener l'Égypte vers une implosion, une guerre civile. Et dans ce cas-là, oui, il s'agit d'un coup d'État, tout simplement. Alors on l'a bien vu, on le voit bien sur ces images en direct depuis le Caire, la mobilisation pro-Morsi ne faiblit pas. À quoi faut-il s'attendre dans les jours et les semaines à venir? Va-t-on assister à une réelle transition politique avec des élections anticipées comme les autorités l'ont annoncé? Ou bien est-ce qu'on va assister peut-être à un retour des militaires au pouvoir? Personnellement, je pense qu'il faut attendre et qu'il faut bien observer la situation. Je doute personnellement que l'armée veuille rester aux commandes de l'État, ayant fait l'expérience de cela juste après le renversement de Moubarak. Ça a été une aventure qui n'a pas été très positive pour eux. Ils n'ont pas réussi leur expérience à la tête de l'État, je pense, et ils se sont rendus compte de cela. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut observer de façon très lucide, je pense, la transition qui se présente. Est-ce qu'il y aura inclusion des frères musulmans dans ce nouveau dialogue national politique? Est-ce qu'il y aura exclusion de ce groupe-là? Dans ce cas-là, est-ce que cela mènera à une radicalisation? Le plus important, je pense, c'est qu'il ne faut pas tomber dans le piège de la chasse aux sorcières. Et espérons que l'armée aura appris les leçons d'expérience qui ont été vécues ailleurs, de transition qui ont peut-être mal tourné. L'avenir nous le dira en tout cas. Ahmed Mesdoua, analyste politique, merci d'avoir été l'invité de ce journal. Et ses demandes d'asile. De Futur TV, le consul honoraire de France à Benghazi dans l'est de la Libye est sorti sain et sauf d'une fusillade contre sa voiture. L'attaque est survenue jeudi soir alors que Jean Dufriche rentrait chez lui en compagnie de son épouse. Le ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius a condamné cette attaque avec la plus grande fermeté. Choqué, le consul est immédiatement venu se réfugier à l'ambassade de France à Tunis où le président Hollande a pu le rencontrer et lui adresser un message de sympathie. La sécurité est précaire en Libye, en particulier à Benghazi, berceau de la révolution de 2011. En avril, un attentat à la voiture piégée a endommagé l'ambassade de France à Tripoli, blessant 2 gardes français. J'ai eu un réflexe, me dit-on Salvatore, c'est que j'ai freiné très fort et je suis reparti à fond et je suis sorti très vite de l'autoroute qui m'a évité d'être retapé. En tout et pour tout, on a pris une quinzaine de balles dans la voiture et nous sommes totalement sains et saufs. Je sais quand même peu ou prou ciblé, hein. Mais je ne sais pas si ce sont des calafistes, des islamistes. C'est ça le problème en Libye, c'est qu'on ne sait pas vraiment qui. En bref, dans le reste de l'actualité de ce samedi, 3 soldats ont été tués et 2 autres blessés dans l'explosion d'une bombe au passage d'une patrouille à Sanaa, capitale du Yémen. L'attentat, qui n'a pas été revendiqué, visait une voiture dans le quartier d'Al-Hassaba, creuset de l'opposition à l'ancien président Ali Abdallah Saleh, chassé du pouvoir en 2012. Le Yémen est confronté à un soulèvement dans le nord, à une insurrection islamiste dans le sud et l'est, ainsi qu'à des divisions au sein de l'armée. Et puis au Mali, l'état d'urgence en vigueur depuis le 12 janvier a été levé à la veille du lancement de la campagne pour le premier tour de l'élection présidentielle du 28 juillet. Une décision qui intervient au lendemain de l'entrée de quelques 150 soldats maliens dans la ville de Kidal, qui était occupée par la rébellion Touareg. La présidentielle devrait donc pouvoir se tenir à Kidal, comme dans le reste du territoire malien, une exigence du gouvernement et de la communauté internationale. Edward Snowden trouvera peut-être refuge en Amérique du Sud. L'ancien informaticien de la NSA, l'homme qui a révélé les programmes de surveillance américains, a reçu des réponses positives du Venezuela et du Nicaragua. Snowden a déposé des demandes d'asile dans une vingtaine de pays, mais peine à trouver une terre d'accueil. Nicolas Maduro lui offre l'asile humanitaire au Venezuela, idem pour son homologue nicaraguayen, si les circonstances le permettent. Edward Snowden est toujours dans la zone de transit de l'aéroport de Moscou, une situation qui commence à indisposer la Russie, qui lui a demandé jeudi de choisir un endroit où aller.
C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. La députée du Courant du Futur, Bahi El-Hariri, demande à connaître toute la vérité sur les affrontements meurtriers de Saïda au lendemain de manifestations pro-Assir à travers le pays. Réunie à Istanbul, l'opposition syrienne peine à désigner son nouveau président. Aucun des deux candidats en lice n'a obtenu la majorité à l'issue du premier tour. Les islamistes appellent à de nouvelles manifestations en Égypte pour protester contre la destitution de Mohamed Morsi il y a 3 jours. Cette nuit, les violences entre pro et anti-Morsi ont fait une trentaine de morts. Et puis le consul honoraire de France à Benghazi échappe à un attentat. Jean Dufriche, victime d'une tentative de meurtre alors qu'il rentrait chez lui en voiture avec son épouse. Le couple a quitté la Libye pour la Tunisie. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne et en direct au www.futurtvnetwork.com ou en téléchargeant gratuitement notre application mobile Futur TV Lebanon. Excellent titre de programme sur notre antenne et bonne soirée. يوم الأحد كان هو 14 شباط مرة أخرى.